Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, Nous sommes heureux aujourd'hui d'être avec vous pour vous parler de sécurisation des systèmes d'IA. On va vous introduire des fiches d'information sur les attaques potentielles sur les systèmes d'IA qui vont vous montrer de façon très concrète comment ces choses-là se passent. Je suis donc Françoise, je suis conseiller scientifique au Hub France IA. Et donc, je participe au projet CIBIA, qui est cofinancé par l'Union européenne et la région Île-de-France. Et je suis ici avec Alexandre Corroir, consultant en cybersécurité. Tout à fait. Absolument. Donc, vous êtes une TPE, une PME. Vous produisez des produits qui ont des composants IA, soit des produits, soit des services qui comprennent de tels produits. Alors, il va se passer des situations désagréables, par exemple, que votre produit ou votre service va être attaqué. Ce n'est pas la question de savoir si ça va être attaqué. Oui, il le sera. La question, c'est quand. Mais bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, vous avez des clients, même des services d'achat de vos clients qui vont vous poser la question, ah, au fait, comment est-ce que vous protégez votre produit IA ou votre service IA? Et puis également, vous pouvez avoir cette question-là qui va se poser d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'une négociation d'un contrat cyber qui est souscrit par votre client pour s'assurer. Donc la question sur la sécurité de votre produit et service, elle va arriver, bien entendu. Vous pouvez aussi directement vous-même être attaqué complètement, ça va de soi. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer ici, dans cette capsule, c'est en fait une introduction à toute une série de capsules qu'on est en train de réaliser sur des fiches qui décrivent ces attaques sur des systèmes IA. Pour ça, on va vous parler d'abord d'un groupe de travail que nous avons créé qui s'appelle Attaque sur l'IA. Ensuite, on va vous présenter ces fiches d'information, leur format. Et ensuite, on vous montrera un exemple pratico-pratique d'une attaque adversarielle par création d'exemples contradictoires pour être plus concret. Alors, le groupe de travail Attaque sur l'IA, essentiellement, il faut comprendre comment est-ce que l'IA intervient dans l'attaque ou dans la cybersécurité. D'une part, donc vous voyez ici, ça c'est les méchants, c'est-à-dire c'est les attaquants. Ici, c'est vous, les défendeurs, vous voulez vous défendre. Et vous voyez qu'en fait, il y a deux choses possibles. On voit énormément en ce moment de sujets dans lesquels l'IA est utilisée pour aider l'attaquant qui va faire plus d'attaques, mieux fabriquées, mieux ciblées, plus intéressantes, plus percutantes et plus malfaisantes. Et puis par ailleurs, on voit aussi des défenseurs qui utilisent l'IA pour mieux se défendre. De l'autre côté, on a vous qui avez un service ou un produit IA et votre produit peut être attaqué par des attaquants donc, qui vont essayer d'évaluer les vulnérabilités de votre système pour mieux vous attaquer. Et donc, vous, ici, vous êtes là avec votre produit ou votre service et vous vous posez la question, comment je fais pour évaluer mes risques d'attaque? Comment je fais pour mieux me défendre? Soit mon IA, soit mes données, soit etc. Mais tout mon système, en fait. Donc ça, c'est le sujet. Avec l'IA, on peut faire mieux. Et sur l'IA, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est en train d'émerger de plus en plus. Donc ce sujet des attaques sur l'IA, et non pas avec l'IA, mais sur l'IA, ça va être notre sujet principal ici. C'est ça qu'on va vous décrire dans des fiches. Alors, le sujet des attaques sur l'IA, c'est un sujet qui est une espèce de patate chaude. Disons que ça, c'est le sujet des attaques sur l'IA, la patate, là. Et c'est jusqu'à assez récemment, ça n'était pas pris en compte par les data scientists qui conçoivent, évaluent, mettent en production les systèmes IA. Donc, vous, si vous êtes une start-up de l'IA, ça n'était pas pris en compte non plus par les experts cyber qui se focalisaient sur les pratiques cyber habituelles. Évidemment, l'utilisateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est les risques. Hein. Si votre système IA, il produit des risques pour l'utilisateur, ça, c'est très mauvais pour lui. Donc, cette patate chaude, la question, c'est comment on fait pour faire en sorte que les deux parties prenantes, data scientists et experts cyber, s'en emparent. Alors, en fait, on a créé un groupe de travail en juin 2024, donc il y a un peu plus d'un an, c'est un groupe de travail commun au campus cyber, au Hub Francia et au Cézanne. Il est ouvert à tous les membres de ces trois organisations. Et donc, dans ce groupe de travail, on s'est posé la question d'analyser les attaques potentielles sur les systèmes
d'IA, et on a produit un livre blanc dont vous voyez la couverture ici. Là, c'est l'édition de mai 2025, ce qu'on appelle la V2, c'est la deuxième version, et là, on va sortir dans les jours qui viennent la V3. Là-dedans, c'est un document de référence, si vous voulez, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qu'on va vous présenter, dont en particulier les fiches d'information qu'on va vous présenter par la suite. Une section qui doit vous intéresser énormément, c'est toute la section sur les mesures de prévention. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire avant pour que votre système soit moins attaquable? Et bien entendu également, une fois que l'attaque s'est produite, c'est quoi les mesures de remédiation? Donc, pratico-pratique et documents de référence. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que sur le sujet des attaques de l'IA, il y a énormément de documents de référence. On vous a listé un certain nombre ici, donc de l'ANSSI, de NIST, de l'OWASP, de MITRE Atlas. Pour lire ça, bon courage, il y en a pour un bon millier de pages. Donc c'est énormément de documents, souvent en anglais bien sûr, très très complets. Et ce qu'on a pensé, c'est que très probablement, il fallait une bonne synthèse de tout ça, et c'est ça qu'on a visé aussi dans le document dont on parlait tout à l'heure. Toutes ces choses-là, il en sort tous les jours. Nous, donc, on met à jour très régulièrement notre document, le livrable que je vous montrais précédemment, et en particulier en 2026, on va faire plus de fiches, plus d'attaques, parce que plus l'IA se développe et plus il y a d'attaques potentielles. Donc, la première chose qu'on a fait, on a fabriqué ce qu'on appelle une taxonomie. Donc, la taxonomie, là, vous voyez les étapes de développement d'un système d'IA, donc ce qu'on appelle le cycle de vie, soit vu par l'OCDE, soit vu par l'ANSSI, enfin le contraire d'ailleurs, l'ANSSI et l'OCDE. Par exemple, si vous êtes en train de faire du test de l'évolution ou de la vérification, eh bien, les grandes familles d'attaques possibles, c'est l'empoisonnement des données ou l'empoisonnement et la manipulation de modèles. Et puis en violet, vous voyez tout un tas d'attaques que nous avons identifiées. Et c'est cette liste d'attaques qu'on va montrer à travers des fiches qu'on va vous présenter juste après. Donc, le groupe de travail sur des attaques a identifié 3 lignes de défense. Donc, sur ces 3 lignes de défense qui sont censées nous donner une idée un peu des pratiques de base attendues en matière de défense de systèmes d'intelligence artificielle, on va identifier tout d'abord les mesures de cyber dites classiques. Donc là, on va entendre par là toutes les pratiques recommandées par l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui vont être le b.a.-ba de la cyber, finalement. Ce que font déjà probablement vos équipes de cybersécurité, de sécurité ou vos équipes IT dans leur quotidien. Donc ça va être tout ce qui est recommandé soit par des corpus légaux, soit par des corpus du métier de la cybersécurité au global, dans des standards de sécurité, notamment ISO. Donc ça c'est le b.a.-ba. Ensuite on entre un peu plus en détail. On entre un peu dans l'entonnoir, dans l'espèce de pentagramme vert. Tout à fait. Où là on va dédier des mesures un peu plus spécifiques à la sécurisation du modèle d'IA dans son développement. Où on va intégrer évidemment des pratiques de cyber classiques au modèle d'IA dans la manière dont on les conçoit et dans leur utilisation au quotidien. Et enfin, en bleu, dans un cercle dédié aux attaques, aux mesures spécifiques à certains scénarios d'attaque, on va inclure toutes les mesures qui sont censées donner une réponse aux différents scénarios que l'on a évoqués dans la taxonomie précédemment présentée. Donc on aura l'occasion de rentrer en détail là-dessus par la suite. Alors, justement, dans la perspective de vous donner une sorte d'outil pour vous aider à avoir un focus sur ce qui est grave ou pas en termes de scénario d'attaque et de compréhension de ces différents scénarios, on s'est donc attelé à produire des fiches d'information. Aujourd'hui, on a 34 scénarios que vous pouvez voir à l'écran, avec les petits rectangles qui sont en dessous au 3e niveau, avec une partie grisée et une partie bleue avec une petite coche verte. Donc, ce que cela implique, c'est que les grises ne sont pas encore faites, et celles avec des petites coches vertes sont aujourd'hui déjà disponibles dans le livrable, dans sa version V3, qui va être publiée prochainement. Alors l'objectif, c'est d'avoir un outil simple d'accès, compréhensible, ou en tout cas, on a tenté de le faire de cette manière, pour pouvoir vous aider à comprendre les différents scénarios d'attaque que l'on a tâché de synthétiser, de vulgariser au moyen des différents documents proposés par les autorités et ou les organismes scientifiques compétents sur ces sujets, pour pouvoir aider, les équipes de la sécurité qui auraient à monter en compétence sur ces questions-là, et deux, sur les équipes de data scientists qui n'auraient
qui auraient peut-être envie de monter en compétence sur la cyber et qui ont pour peut-être velléité de savoir comment être proactif finalement pour traiter ces différents scénarios qu'ils connaissent eux dans leur métier, mais qu'ils ne savent pas traduire en sécurité. Donc ça se présente sous la forme d'une fiche recto verso, dans lequel on essaie de procéder par plusieurs étapes pour pouvoir rendre le contenu le plus fluide possible, avec dans un recto tout un volet descriptif. Donc vous pouvez voir dans la partie supérieure du document des propositions de qualification de ces scénarios. Et alors, à quoi ça sert? Ça sert à nous montrer à quel point le scénario d'attaque est grave ou non. Alors, bien sûr, à mettre dans le contexte de votre organisation, pour votre système d'IA, pour votre système d'information de manière générale, et ou vos activités. Et dans quelle mesure il est facile ou non de le compromettre. Donc ça s'incarne, ça se concrétise par la partie impact, que vous pouvez voir sur la gauche, dans lequel on va essayer de mesurer avec 3 niveaux différents le triptyque classique de la cyber, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité. Et pour un peu plus d'opérationnel, on va dire, pour concerner directement les data scientists, on a intégré une notion de fiabilité. Fiabilité entendue par là, le fait que le modèle, ou en tout cas l'IA, les services, respecte la finalité pour laquelle il a été développé. Dans la deuxième partie, à droite, la facilité technique, dans laquelle on va essayer de déterminer dans quelle mesure il est possible, facile ou envisageable de mettre en œuvre ce scénario pour un attaquant, un acteur malveillant, de quelle capacité il aurait besoin et du temps nécessaire pour le faire. Donc pour ça, on a 5 indicateurs. Le temps passé, où là, on essaye à grosse maille de donner une petite idée du temps à mettre pour pouvoir mettre en place l'attaque. L'expertise, savoir si on doit être un data scientist rompu ou si on peut être le petit gars un peu curieux dans son garage avec le PC qu'il a dans sa poche, enfin, à sa disposition pour pouvoir mettre en place une architecture, par exemple. Les ressources, donc là, justement, on en revient sur la question des actifs nécessaires pour le faire. De quoi on a besoin pour mettre en place cette attaque? Est-ce qu'on a besoin d'être nombreux? Est-ce qu'on a besoin de disposer de beaucoup de capacités de calcul? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'équipements informatiques pour le faire? Les connaissances, alors là, les connaissances, c'est plutôt dédié à la compréhension du modèle, dans son fonctionnement, dans ses paramètres, dans ses hyperparamètres, dans l'enregistrement des différents événements, et de manière générale, tout simplement dans son architecture, dans les réponses qu'il est censé apporter, etc. Et enfin, la notion d'accès. De quel accès l'utilisateur, enfin l'acteur malveillant a besoin pour compromettre le modèle et mettre en place le scénario évoqué. Donc déjà, ça fait un beau morceau, pardon. Le but, c'est de donner une petite idée de ce qui, nous, encore une fois, à avis d'expert et au doigt mouillé, peut caractériser un événement comme étant grave ou pas par rapport à d'autres dans cette taxonomie. On essaie d'identifier également les conséquences. Alors les conséquences, c'est vraiment un gros smile pour donner une petite idée de ce qui pourrait être impacté si ce scénario devait avoir lieu. Donc on a une petite idée, ok, que l'IA peut être impacté, mais est-ce que cette attaque a des conséquences peut-être plus importantes? Est-ce qu'il y aura des conséquences financières, opérationnelles au-delà du fonctionnement même du modèle, légales éventuellement, s'il y a des données personnelles peut-être qu'ils sont traitées dans le cadre des entraînements du modèle, et éventuellement réputationnelles s'il y a d'occasion un modèle dont voilà, les propriétés font l'objet de protections particulières et impliquant un client, par exemple, fuite, on pourrait avoir des conséquences sur ce volet-là. Le but ici, c'est de garder en surveillance, bien sûr, les conséquences concernées et de griser celles qui ne le sont pas. Maintenant, on va essayer de raconter une petite histoire. C'est-à-dire que dans cette fiche, très bien, on décrit le scénario d'attaque. Maintenant, il faut être un peu plus concret dans la manière, dans l'étape du cycle de vie dans lequel on se trouve, dans lequel l'attaque se situe, pour essayer un petit peu de mettre un cadre dans lequel l'attaque se déroule, savoir quelles sont les implications pour le modèle et ensuite pour la sécurité. Donc pour ça, on est parti de la frise proposée par l'OCDE sur le cycle de vie. Donc là, voilà, ça se présente de cette manière. Vous avez une frise avec cette étape. Encore une fois, l'idée, c'est de garder en surveillance les étapes concernées et de griser celles qui ne le sont pas. Encore une fois, l'idée, c'est de bien cibler le moment dans lequel l'attaque est le plus susceptible d'avoir lieu et les étapes concernées. Pour poursuivre cette histoire, finalement, qu'on essaie de construire, on identifie les tactiques et les techniques mises en place par l'acteur malveillant au moyen d'un schéma de l'attaque qui se base, lui, sur les propositions faites par le MITRE,
donc organisme à but non lucratif, qui est déjà connu dans la cybersécurité pour proposer le Mitre Attack, par exemple, qui permet aujourd'hui aux experts de la cyber d'identifier les différentes techniques mises en place par les acteurs malveillants au moyen d'identifiants, de description de ces différentes techniques pour pouvoir soit déjà d'une part s'organiser pour prévenir ce type d'événements et ensuite comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on essaie d'évoquer un scénario d'attaque, on veut raconter une histoire et ça se décline en plusieurs techniques. Donc toutes les étapes, bien sûr, ne sont pas forcément laissées en surveillance. Tout va dépendre du scénario que l'on va rencontrer, comme pour le voir dans l'exemple prochain. Et le but étant, bien entendu, de vous donner accès à une description succincte de cette technique, de ce qui est attendu et de ce qui devrait être fait, avec la source, bien entendu, du mitre que l'on utilise pour caractériser ce scénario. Ça, c'est pour le recto. Et pour le verso? Et pour le verso, ici, on va être un peu moins technique. Je veux dire, on va rentrer dans beaucoup moins de détails, mais on va tâcher de proposer des mesures de remédiation et de prévention de ces scénarios, à peu près présentés dans la première page. Il s'agit ici d'une proposition à partir, encore une fois, des avis des différents intervenants sur les fiches, et surtout de la documentation proposée par l'ANSSI, le MITRE ou le WASP, que nous avons pu recenser dans notre livrable. Donc, nous avons tout d'abord une partie remédiation, donc dans laquelle on va lister nos différentes mesures, les équipes à mobiliser. Donc là, encore une fois, c'est une grosse fourchette. Hein. On caractérise avec des termes le plus vulgaires possible les équipes concernées par ces scénarios. Bien sûr, à adapter encore une fois votre organisation. Les étapes du cycle de vie dans lesquelles il nous apparaît pertinent de mettre en place ces mesures. Donc, dans le cadre de la remédiation, très bien, le modèle est en production, ce sera forcément dans l'étape du cycle de vie, la production et la maintenance, que la mesure de remédiation aura lieu. Mais dans le cadre des mesures de prévention qui sont par la suite, on aura peut-être des étapes différentes. On propose, à grosse maille, une évaluation de la complexité, allant de 1 plus à 3 plus. 3 plus, c'est extrêmement complexe à mettre en place. 1 plus, on part du principe que c'est plutôt simple. L'efficacité de la mesure, encore une fois, même logique. Dans quelle mesure on arrive à remédier au scénario d'attaque si c'est plus, si on arrive de manière efficace, on met 3 plus. Et si on arrive un peu moins, on va mettre un plus, dans le sens où ça peut être une mesure qui peut être contournée facilement. Ensuite, on est sur la prévention. La prévention est globalement la même démarche. Hein. Ici, c'est plutôt dans le long cours du projet de maintenance de votre modèle, lorsque vous en avez les moyens. Il s'agit ici d'intégrer des mesures techniques supplémentaires, des méthodes d'entraînement, des méthodes de filtrage, des choses comme ça, qui vous permettront en fait d'anticiper le scénario que l'on étudie dans la fiche. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'avoir des mesures spécifiques au scénario que l'on présente sur le recto. Bien entendu, nous fondons ce document, cette fiche, sur des documents scientifiques et ou de professionnels qui ont fait des tests en laboratoire dans des environnements sécurisés. Nous évoquons ces sources pour aller plus loin. Et enfin, pour pouvoir illustrer tout cela, on essaie de proposer des exemples dans la section exemples connus. Tout à fait. Alors maintenant, un exemple, c'est ça que tu vas nous raconter. Et maintenant, effectivement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va tâcher d'être le plus éloquent possible pour présenter ce scénario. Les attaques adversarielles. Alors, les attaques adversarielles, c'est un cas un peu d'école. C'est-à-dire que c'est un scénario souvent présenté et assez accessible, on va dire, dans la finalité recherchée par l'attaquant, dans le sens où il s'agit d'une attaque que l'on appelle attaque par évasion. C'est-à-dire qu'on a un acteur malveillant qui va perturber les données d'entrée au moment de l'inférence pour produire un résultat que lui attend et que l'éditeur de la solution d'IA n'attend pas forcément. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on utilise aujourd'hui un modèle d'IA et ou des services d'IA qui ont pour vocation de reconnaître des images, de filtrer des malwares, de tout simplement reconnaître des panneaux, par exemple lorsqu'on est dans un véhicule qui a des reconnaissances de ce type de signalisation. Le but d'un attaquant pourrait être de produire un résultat totalement différent de la réalité. Et comment ça se passe ? Alors, ça peut se passer de plein de manières différentes. Ici, la fiche n'a pas vocation à toutes les évoquer. L'attaque par création d'exemples contradictoires est très sujette à l'imagination de son attaquant. On peut parler d'attaque par gradient, on peut parler d'attaque par pixel, plein de choses différentes. Mais globalement, l'idée est la suivante. On va perturber l'entrée de telle manière à ce que le modèle d'IA produise un résultat pas attendu par son éditeur, en tout cas pas celui de base, pour produire un résultat, une sortie
différentes, ou en tout cas que l'attaquant lui va attendre. En l'occurrence, on a l'exemple à gauche, dans Le lequel panneau on a par d'imitation exemple. A80 est reconnu comme un stop parce qu'on a collé des petites Exactement. choses dessus. Tout à fait. L'idée, c'est un peu, pour rester extrêmement synthétique et vulgaire, ça va être de mettre une petite pastille sur le panneau à 80, effectivement, pour le faire comprendre au véhicule, par exemple, que on doit rouler à 120. On peut comprendre rapidement les incidences que cela peut avoir. C'est particulièrement important en matière de sécurité également lorsqu'on fait la solution de filtrage, par exemple, de malware, de spam. Et c'est le cas étudié, en l'occurrence, dans cette fiche, pour lequel je propose de passer à la slide suivante pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, donc comme évoqué, on parle d'attaque par évasion. Donc le but, c'est de perturber l'entrée, très bien, pour que le système d'IA produise, et encore une fois, je le situe, hein, on est dans un environnement en production, donc c'est-à-dire qu'il est utilisable voilà, par le métier ou par les utilisateurs clients, etc., à l'instant T, dans lequel un attaquant réussit à insérer une donnée ou en tout cas une perturbation qui va faire que le modèle d'IA ne va pas produire le résultat attendu. Les spécificités propres à ce scénario d'attaque sont qu'elles dépendent des accès qu'a à sa disposition l'attaquant, en tout cas l'acteur malveillant. On parle d'attaque dite en condition white box, grey box ou black box, c'est-à-dire boîte blanche, gris, enfin, vous ne pouvez pas la traduction, mais l'idée c'est en boîte blanche, on aurait tous les accès possibles et imaginables pour accès au modèle, pour pouvoir réaliser ce scénario. Greybox, on aurait un compte, éventuellement, pas forcément directement administrateur, mais qui nous donnerait accès à certaines fonctionnalités pour comprendre l'architecture du modèle. Et ou Blackbox, où là, l'acteur malveillant est complètement livré à lui-même pour essayer de comprendre le scénario, l'architecture du modèle qu'il attaque. Et du coup, il doit un petit peu se débrouiller avec ce qu'il a pour compromettre le modèle. Alors oui, Et là, nous, aujourd'hui, dans cette fiche, ce que dit pas Alexandre, c'est qu'en fait, cet accès au modèle, c'est parce qu'une attaque adversarielle, pour créer les fameux exemples contradictoires, en fait, on les crée avec une connaissance du modèle. On utilise le modèle pour produire ces exemples. Donc, il faut les connaître. Voilà. tout à fait. Yes. Donc là, en l'occurrence, le focus qu'on fait dans cette fiche est en particulier sur les conditions en black box. Donc là, on part du principe que l'attaquant ne connaît pas la machine, en tout cas ne connaît pas le modèle. Comment est-ce qu'on estime l'impact? Alors pour nous, aujourd'hui, on considère que seule l'intégrité et la fiabilité sont impactées. Entendu par là que, étant donné que l'attaquant va, avec un modèle proxy, on va rentrer en détail par la suite sur ce que j'entends par là, produire des données qui vont perturber le modèle dans sa capacité d'inférence. Et donc, on va avoir un impact élevé dans le sens où le modèle va absolument pas faire ce qu'il est attendu de lui, en principe. Dès lors, on identifie aussi que la fiabilité est impactée, puisque le modèle n'est pas développé à des fins de détecter un 120 km/h alors qu'il y a écrit 80 km/h. On part du principe que l'impact est élevé lorsqu'un attaquant réussit à exercer ce type de pression sur le modèle. La facilité technique de cette attaque. Alors, on estime qu'il est moyennement aisé de mettre en place cette attaque dans le sens où voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous compétents sur ces sujets. Bien entendu, il faut raison garder. Hein, si quelqu'un nous attaque, c'est qu'il y a une raison de le faire et qu'il a les compétences de le faire. Mais on ne part pas du principe non plus que c'est un truc extrêmement difficile à mettre en place. Dans le sens où on peut accéder à des données aujourd'hui accessibles en source libre qui peuvent nous permettre de nous entraîner et on va le voir par la suite. Donc le temps passé, on l'estime modéré, entendu par là que voilà, en quelques mois, l'attaquant peut arriver avec une architecture suffisante pour pouvoir mettre en place son attaque. L'expertise, alors ici on part quand même du principe que l'attaquant doit disposer d'une certaine expertise pour pouvoir mettre en place cette attaque. Donc on estime l'expertise comme étant élevée, dans le sens où il faut avoir tout de même une idée de comment fonctionne un modèle d'IA, puisque là ici il va s'agir de créer son proto-IA, son modèle à soi, pour ensuite comprendre comment fonctionne l'IA qu'on attaque. Puisqu'encore une fois, on est dans les conditions black box, on ne dispose pas de toutes les informations qu'aurait un administrateur du modèle, et donc l'attaquant a besoin de tout construire lui-même. Il a besoin d'aller chercher l'information et de comprendre comment fonctionne le modèle. Donc les ressources également moyennes, donc là il suffit d'avoir par exemple quelques serveurs à sa disposition et des ressources nécessaires pour pouvoir réaliser les calculs. Et les connaissances, bien entendu, élevées, puisque là, il va devoir aller piocher toutes les informations possibles à sa disposition, ou justement, qui ne sont pas à sa disposition, pour comprendre comment le modèle qu'il veut attaquer fonctionne. Et enfin, les accès requis. Alors là, du coup, vu qu'on est dans du black box, l'acteur malveillant n'a pas d'accès privilégié, n'a pas d'accès utilisateur, donc il va tâcher, en fonction de ce qu'il a à sa disposition, de rentrer en compte, de comprendre le fonctionnement du modèle. Les conséquences, on les estime comme étant opérationnelles, encore une fois, puisque là, le modèle ne répond pas à sa finalité principale. Financière, si des poursuites légales sont si le fonctionnement n'est pas accordé à ce S'il qui y est a des morts attendu, parce qu'ils ont grillé le stop, on est d'accord.
Entre autres, effectivement, on a pu d'ailleurs mettre le légal pour ça, s'il y a eu des poursuites pour ce cas-là. Et réputationnel, dans le sens où, bah oui, c'est très bien, mais si aujourd'hui on fait un outil de reconnaissance de la signalisation et qu'il ne nous reconnaît pas la signalisation comme il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions sur la fiabilité de nos produits et donc de notre image. Absolument. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le contexte dans lequel s'inscrit cette attaque. On part du principe que globalement, ces scénarios-là a lieu dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance du modèle. Maintenant, il faut tout de même avoir à l'esprit que, en fonction de la version à la disposition de l'attaquant, voilà, on peut tout à fait avoir accès à un modèle en bêta, des choses comme ça. On a identifié les étapes présentes à l'écran. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre comment fonctionne l'attaque, en fait, concrètement. Et qu'est-ce que je racontais par là avec la notion de Mitre Atlas. Donc, dans le schéma d'attaque, on identifie tout d'abord, puisqu'on est sur du black box, une phase de reconnaissance qui est indispensable pour l'attaquant. Il va chercher à comprendre à quoi il a affaire. Comment compromettre le modèle proposé par son client, par sa cible. Ça commence par essayer de trouver toute la documentation possible et imaginable en source ouverte ou en source un peu plus sous la table pour comprendre le fonctionnement du modèle. Ce qui existe aujourd'hui, hein, vous avez beaucoup de documentation scientifique sur des sites archives qui peuvent vous donner une petite idée de comment fonctionne X ou Y modèle à usage prédictif, par exemple, pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne un outil de reconnaissance, par exemple faciale, de reconnaissance d'images, en fonction de pixels, etc. Donc, il va en quelque sorte se barder, se former sur les différentes techniques qui existent pour compromettre sa cible. Ensuite, il va devoir développer ses ressources. Donc là, on parle de phase de préparation des ressources, c'est-à-dire qu'il va devoir construire lui-même ce qu'on appelle un proxy modèle, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'il a à sa disposition, en termes de connaissance du type de modèle auquel il a affaire, il va devoir développer les ressources matérielles et logicielles pour pouvoir reproduire exactement le même fonctionnement, pour savoir quel type d'entrée ensuite insérer dans le modèle ciblé pour être le plus efficace possible et donc porter atteinte au fonctionnement du modèle. Donc c'est assez, voilà, ça peut prendre un certain temps, mais ça peut être aussi d'une certaine simplicité, dans le sens où si on accède par exemple à un répertoire GitHub qui montre comment exactement un modèle est paramétré, il peut avoir une petite idée de ce qui peut exister, ou en tout cas de ce qui peut être proposé sur le marché. Maintenant, il va essayer de le fine-tuner, peut-être en fonction de requêtes qu'il fera auprès du modèle, si tant est qu'il arrive à débloquer un accès. Et là, on en vient à l'étape suivante. Lorsqu'il arrive à trouver un moyen de discuter avec le modèle, il va tenter d'accéder à ses paramètres, à ses poids, à ses hyperparamètres, et il va essayer de jouer avec pour essayer de comprendre quel type de requête il peut le faire entrer. Alors, étant donné qu'on est dans du black box, encore une fois, il n'aura pas forcément accès directement au modèle dans son entièreté. Les scénarios qui ressortent le plus, ou en tout cas dans les sources que l'on utilise aujourd'hui pour cette fiche, envisagent l'attaque en black box comme passant par des services exposés et utilisés en arrière-plan par le modèle. Là, on pense par exemple à une interface API avec lequel un service X ou Y discute avec le modèle pour fournir des données et ou au contraire pour récupérer des données du modèle. Et ça constitue aujourd'hui un vecteur qui permettrait d'acquérir des informations déjà d'une part sur le modèle ciblé et justement de le compromettre par des biais assez subtils, d'intégrer justement des entrées qui perturberaient la sortie ensuite du modèle. Donc voilà, on y vient. Hein. Une fois qu'on a toutes ces ressources à nos dispositions et que l'attaquant arrive à avancer, on perturbe les données d'entrée, exactement. Donc là, on entre dans la phase d'évasion, à proprement parler, où là, voilà, on insère une donnée qui perturbe l'entrée. Encore une fois, il y a le concept scientifique d'évasion lui-même qui implique que voilà, il y a une variable intégrée dans le calcul qui fait que la classification ne sera pas bonne. Donc on passe de 80 km/h à 120 km/h. Globalement, rapporté à la sécurité, c'est globalement la même chose. Hein. On a une signature d'un malware que l'on connaît. Aujourd'hui, on insère une petite variable supplémentaire qui fait que finalement, ce malware-là, on modifie la signature de telle manière à ce qu'on considère comme étant un fichier légitime. Ça peut se poser un souci. Donc là, c'est vraiment l'étape dans laquelle tout se passe. Et bien entendu, ensuite se passe tout le reste, hein, la mise en place de l'attaque ML. Donc là, on rentre un peu plus dans le contexte. Hein. Voilà, j'ai mis en évidence en bleu les étapes qui concernaient cette attaque, mais la mise en place du modèle de l'attaque ML, globalement, se passe en même temps que l'évasion. C'est-à-dire qu'on a notre dataset
On a notre lot de données à notre disposition à partir de l'information qu'a récupéré l'attaquant, plus le modèle proxy, l'espèce de jumeau maléfique du modèle qu'on attaque, à sa disposition. Il lance son attaque, et donc concrètement, on fait exactement la même chose qu'à l'évasion. Et l'impact, bien entendu, donc là, encore une fois, hein, c'est une approche holistique du scénario d'attaque pour raconter une histoire. On entre bien sur l'étape où on a des données d'entrée perturbées qui génèrent des sorties erronées, en tout cas pas attendues par l'entreprise qui développe le modèle, et ou des données justement attendues par l'attaquant qui opère son attaque. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors, aujourd'hui, on a pas mal de mesures quand même qui sont recensées par les autorités et les organismes compétents en la matière, qu'on a référencées et numérotées dans le livrable. Donc là, aujourd'hui, vous avez une numérotation devant vous qui s'affiche avec des couleurs bleues et vertes, comme dans le petit dessin de tout à l'heure, avec l'hexagone et le cercle bleu. Donc là, en particulier, on parle plutôt de mesures dites privacy by design, c'est-à-dire AI secure by design, lapsus, sur la manière dont en fait on va développer notre modèle de telle manière à ce qu'il puisse prévenir, c'est ça tout à fait, des attaques de ce type. En l'occurrence, pour la remédiation, Alexandre, ici. peut-être sur ce point, peut-être. Oui. Donc, ces mesures, elles sont détaillées dans le document qu'on a référencé juste avant, un peu plus haut, et elles sont également, on explique un petit peu plus ces mesures dans une capsule qu'on a fait aussi par ailleurs. Donc, consultez la collection des capsules. Absolument. Sachant que, voilà, faut avoir à l'esprit tout de même qu'on n'a pas cherché à vous faire une liste à l'après-vert. On a essayé de rester synthétique. Et la numérotation qui est là est une source intéressante dans le sens où, une fois que vous aurez le tableau sous les yeux, vous aurez une idée des mesures recommandées aujourd'hui par l'ANSSI dans ces différents documents publiés et ou l'OWASP ou le MITRE pour pouvoir documenter vos approches et voilà, et vous également vous donner une idée un petit peu de ce que peut-être vous auriez, vous, en visibilité ou les moyens de faire pour pouvoir prévenir ce type de scénario. Donc on commence par la phase de remédiation, donc dans laquelle là on invite les équipes d'IA et de mise en production à contrôler les données d'entrée. Donc c'est-à-dire que voilà, on a le scénario qui est en place. Le but c'est de réagir immédiatement pour comprendre qu'est-ce qui perturbe aujourd'hui les sorties de notre modèle. On met les équipes en place, enfin on met les équipes sur le sujet pour regarder ce qui rentre, ce qui sort, et savoir si oui ou non on a un gars à côté un peu malin qui a réussi à développer un modèle proxy, enfin un proxy modèle, pardon, qui essaye d'entrer des variables qui font que finalement aujourd'hui la voiture ne tourne plus aussi bien que prévu, quoi. Donc, le truc, c'est de protéger les données qui sont rentrées, quoi, en clair. Absolument. Là, on essaie de protéger le donné en production, de regarder qu'est-ce qui fait que la sortie n'est pas aussi bonne que prévu. Qu'est-ce qui fait que l'inférence ne fonctionne plus comme en période de test. Donc ça, on identifie donc cette étape du cycle de vie comme étant la mise en prod et la complexité et l'efficacité comme étant globalement moyenne. Maintenant, sur la prévention. On cherche à prévenir ce type de scénario. Comment on fait? Alors, de manière synthétique, on considère qu'il est nécessaire d'intégrer du filtrage dans la manière dont le modèle fonctionne, en limitant la capacité d'interrogation du modèle et en limitant la quantité de résultats affichés. Alors, c'est très générique expliqué comme ça, mais globalement, l'idée, c'est de limiter la fréquence des requêtes, de surtout également limiter le type de données que l'on laisse filtrer en sortie, dans le sens où voilà, l'attaquant n'a pas forcément besoin d'avoir accès à l'ensemble des paramètres du modèle en faisant une requête. Ça paraît simple dit comme ça, mais au début, ce n'est pas forcément des choses que l'on a en tête lorsqu'on veut mettre en prendre un modèle. En Oui, l'occurrence, ça, Alexandre, ça vient du fait que, comme il doit construire ce modèle proxy, bah, comment il fait? Il essaye de l'interroger pour voir comment il se comporte. Il lui envoie une donnée pour voir comment ça se comporte. Ah oui, ça se comporte comme ça, donc il doit faire comme ci, comme ça. Bref, il fait un certain nombre d'itérations pour réussir à se construire son modèle proxy. Et c'est ça qu'on veut l'empêcher de faire dans ces deux absolument. premières étapes, hein. Absolument, et c'est tout à fait faisable, encore une fois, via des interfaces API, comme je l'évoquais tout à l'heure, des types de sorties qui sont peut-être exposées à l'extérieur en plus, un autre risque cyber à identifier. Et enfin, on suggère de durcir le modèle au moyen d'entraînement contradictoire. Donc là, ici, il s'agit de mesures spécifiques visant à renforcer la robustesse de votre modèle. Ça, ce sont des choses que également vos équipes d'IA sont normalement rompues à faire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mentionné par les autorités compétentes sur le sujet.
Donc vous avez bien entendu les différentes sources. Donc aujourd'hui, pour l'exemple, on a pris les études proposées par Kaspersky et Palo Alto, hein. Ces exemples sont non exhaustifs. Il faut avoir à l'esprit que c'est un contexte très spécifique, en l'occurrence qu'on a étudié, puisqu'il s'agissait de solutions de détection de malware, donc de fichiers malveillants. Ça peut marcher également dans l'automobile pour essayer de. Voilà, il y a des études scientifiques basées sur ces sujets, sur le comment euh, prévenir des scénarios d'exemples contradictoires euh, dans la détection justement de panneaux de signalisation. Donc c'est le cas d'école Pour les utilisé véhicules souvent. autonomes, quoi, pour éviter que Tout les à fait, véhicules autonomes tuent trop. C'est ça, l'idée. tout à fait. Et donc enfin, vous avez les exemples connus. Donc globalement, c'est une synthèse de ce que j'ai évoqué en reprenant les laboratoires concernés. Il faut avoir à l'esprit que ça ne concerne pas que des outils de détection de fichiers malveillants, que ça ne concerne pas que la reconnaissance de signalisation. Ça peut également être de la reconnaissance faciale, de la classification d'images, etc. Et bien entendu, les modalités de cette attaque sont aussi nombreuses que les sources qui existent globalement pour essayer de nous expliquer comment fonctionnent ces scénarios. Tout à fait. Merci. Bon. En conclusion, peut-être, hein, je crois que ce qu'on a essayé de vous montrer ici, c'est que la cybercriminalité, ça existe pour les systèmes IA, qu'il y a de plus en plus d'attaques sur ces systèmes IA, et que bah, pour vous protéger, pour protéger vos systèmes ou les systèmes que vous installez chez vos clients, évidemment, il faut que vous vous informiez sur les attaques qui sont possibles et que vous sachiez comment vous prémunir contre les attaques possibles, les plus courantes sur vos systèmes. Pour ça, donc, on a constitué une série de capsules, hein, qui va s'alimenter petit à petit avec de plus en plus d'exemples de fiches. Donc, je vous recommande de regarder cette collection, soit sur le site de Cibia, soit sur le site du Hub Francia. Par ailleurs, sachez qu'on a un programme qui s'appelle Cibia, qui est un EDIH, comme dit la Commission européenne, c'est-à-dire un hub d'innovation qui est financé à la fois par la Commission européenne et par la région Île-de-France, dans lequel on peut vous aider à faire un diagnostic de la situation cyber de votre entreprise ou de vos produits. On peut également vous proposer des formations cyber. Je signale que tout ça, c'est financé à 100%, 50% par la commission, 50% pour la région. Donc, ça ne vous coûtera rien sauf le temps que vous allez y passer. Ensuite, on a également référencé des solutions cyber et IA, et toutes ces solutions, donc cyber ou cyber et IA, elles sont dans ce catalogue de solutions qui est mis en ligne sur le site de Cibia. À partir de juillet 2026, on va lancer une verticale IA dans laquelle on fera des diagnostics et des formations. Également, bien entendu, là-dedans, il y aura Cyber et IA qui fera partie de ces formations. On va également financer des projets qu'on appelle Test Before Invest, c'est-à-dire tout simplement, vous définissez un besoin, on réalise un projet, et vous pouvez comme ça évaluer l'intérêt pour vous de déployer à l'échelle le projet en question. Pour tout ça, vous nous contactez sur Cibia et U. Merci à vous tous. Je crois on a essayé d'être aussi concret que possible, sans doute un peu trop compact. Merci. Et donc, regardez la suite. Il y aura des capsules, fiche par fiche, qui vous expliqueront plus d'attaques comme celle que vient de vous raconter ici Alexandre sur les attaques adversarielles. Il y en a plein d'autres. Lisez la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ben voilà.